fois, tu grimpes dans des bus et à l'arrière du bus, t'as soit une image de Fratelli d'Italia avec marqué «Je vote oui pour le référendum». Bien, t'as des partis d'opposition qui affichent «Je vote non pour le référendum». Et toi, tu montes dans le bus, comme ça, t'as l'impression de monter dans un bus sponsorisé. Bonjour à tous et bienvenue dans Manaccia, le podcast de la vie politique italienne et de toutes ses actualités. Aujourd'hui, on va aborder un sujet historique très important, le référendum sur la réforme de la justice. Le 22 et 23 mars prochain, les Italiens seront appelés aux urnes pour approuver ou refuser la réforme de la justice proposée par le gouvernement. L'Italie étant dirigée par une coalition d'extrême droite et de droite qui a la majorité au Parlement, on pourrait se demander pourquoi il y a un référendum. Pour ça, il faut retourner un peu en arrière, en juin 2024, quand le ministre de la Justice, Nordio, propose une réforme de la Constitution. Cette réforme touche à la magistrature et à la justice, et le but de cet épisode, c'est aussi de l'expliquer dans le détail. Toujours est-il que, puisque c'est une réforme constitutionnelle, elle nécessite l'accord d'au moins 2/3 du Parlement. Et donc, soumis à ce vote au Parlement, la réforme n'est pas passée. Mais la réforme n'a pas été mise à la poubelle pour autant. Elle a été présentée à l'admissibilité à la Cour constitutionnelle qui a déclaré qu'un référendum sur la question était possible. Et donc on se retrouve aujourd'hui, au mois de mars 2026, avec dans une semaine, un référendum avec tous les Italiens qui sont appelés à se prononcer sur cette question et qui vont décider, eux, si il faut réformer ou pas la justice. Considero importante che si vada a votare e che si voti sì. En fait, Mélanie, elle avait dit qu'elle avait aucune intention de politiser le vote sur le référendum. Mais plus les jours passent, plus on se rapproche du vote, plus elle incite au vote. Elle dit qu'il faut voter oui, et on le voit même dans la communication, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en ville. Il y a des panneaux publicitaires à la gare. Le premier changement que propose cette réforme, c'est la séparation des carrières entre les juges et les procureurs. Aujourd'hui en Italie, les juges qui vont donc juger les affaires et les procureurs qui, eux, agissent en tant que représentants de l'État et sont à l'initiative de poursuites judiciaires contre des politiques, par exemple, eh bien, les juges et les procureurs appartiennent au même organe judiciaire. Aujourd'hui en Italie, il est techniquement possible qu'un juge donc devienne procureur, change de carrière, et inversement qu'un procureur devienne juge. Je dis techniquement parce que dans les faits, ça concerne seulement 0,5% des carrières. Parce qu'un tel changement implique un déménagement, un changement de région et de zone d'exercice du métier. Et donc cette réforme veut empêcher cette possibilité-là et créer deux parcours distincts entre les carrières de juge et les carrières de procureur. 14 mars à Rome, je prends la direction de la Piazza della Repubblica où une manifestation est prévue avec de nombreuses organisations qui viennent affirmer leur opposition à cette réforme et dire qu'ils voteront bien non au référendum. La deuxième grosse modification apportée par la réforme, elle est en lien direct avec le premier point, c'est la division en deux du Conseil supérieur de la magistrature. Comme je le disais, les juges et les procureurs sont reliés par un même organe, le fameux Conseil supérieur de la magistrature, le CSM, qui est garant de l'indépendance de la justice, qui en représente son indépendance et son impartialité. Représentant de l'un des trois pouvoirs qui font une démocratie, à savoir le pouvoir judiciaire. La réforme, donc, si elle passait, couperait en deux, séparerait et créerait deux conseils supérieurs de la magistrature distincts. Un pour les juges et un pour les procureurs. La riforma introduce la separazione delle carriere Vidéo sur les réseaux sociaux de Giorgia Meloni. tra chi accusa e chi giudica. Perché? Perché se chi ti accusa e chi ti giudica sono due colleghi di lavoro con percorsi di vita e lavorativi che si incrociano di continuo, è possibile che chi ti giudica abbia, diciamo così, un occhio di riguardo per quello
che dice chi ti accusa. Ce que dit la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, dans cette vidéo, elle défend la réforme, c'est que, étant donné que les juges et les procureurs appartiennent au même organe, ils sont entre guillemets collègues. Et de fait, ils seraient plus à même d'avoir un droit de regard sur le travail de l'un et de l'autre, et donc ça compromettrait un travail objectif de la justice. Quella separazione delle carriere non c'entra assolutamente nulla. Giuliano Granato, le porte-parole de Potere al Popolo, un parti italien de gauche radicale que j'ai pu interviewer pendant la manifestation. Uno, perché in realtà già esiste nei fatti la separazione delle carriere. Ce que me dit Giuliano, c'est que la séparation des carrières, elle est déjà effective dans les faits. Depuis une réforme de 2006, le changement de fonction est devenu extrêmement difficile. E in secondo luogo perché non è con quello che dice Nordio, il governo vuole direzionare, vuole dare la direzione alla magistratura, vuole dire alla magistratura su cosa deve indagare e su cosa no. Ce qu'il me dit ensuite, c'est que cette réforme permettra au gouvernement de dire à la magistrature ce sur quoi il faut enquêter ou ne pas enquêter. Le troisième point de cette réforme concerne l'élection des membres qui sont au Conseil supérieur de la magistrature. Aujourd'hui, ils sont 30. Il y a 20 magistrats et 10 membres qu'on appelle laici, des membres laïcs. Ce sont des gens qui exercent dans le pénal, mais qui ne sont pas magistrats. Et donc ces 10 personnes, ces 10 laici, sont élus par le Parlement. Et comment le Parlement élit ses membres ? Eh bien, il ne suffit pas 50% plus une voix. Il faut réunir au moins 3/5 des votes en faveur du membre pour qu'il soit élu au CSM. Ce qui fait que même une majorité, comme c'est le cas actuellement avec la coalition de droite et d'extrême droite de Giorgia Meloni, ne peut pas choisir à 100% tous ces membres laïcs qui vont présider ensuite au Conseil de la magistrature. Aujourd'hui donc, les 10 membres élus au Conseil supérieur de la magistrature ont été élus par des parlementaires de couleurs politiques différentes. Évidemment, les parlementaires ils vont élire des gens desquels ils se sentent proches politiquement parlant. Et donc, il y a une certaine pluralité politique dans ces 10 membres élus. Et donc, la réforme dans tout ça, elle voudrait mettre fin à ce système d'élection en faisant, devinez, un tirage au sort. Ce qui semble d'abord être une bonne chose parce que ça coupe le lien direct entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Mais là où est tout le vice de cette réforme, c'est que en fait, le tirage au sort va désigner des membres d'une liste qui a été prédéfinie. Et aujourd'hui, les modalités de sélection des membres qui vont apparaître dans cette liste et qui vont ensuite être tirés au sort ne sont pas définies par le gouvernement, ni par la réforme. Et donc toute la question, c'est qui définit les membres de cette liste ? Et donc le risque, c'est que ces personnes soient désignées par un vote à la majorité simple, c'est-à-dire avec 50%, ce que la coalition de droite et d'extrême droite a la capacité de faire, vu qu'elle a la majorité. Donc après, peu importe le tirage au sort, le gouvernement et la coalition est 100% gagnante, vu que c'est elle qui a choisi tous les noms de la liste. Secondo me è a rischio la democrazia. Emiliano, un jeune homme venu manifester contre la réforme. Non mi convince il fatto che una parte della magistratura venga nominata dal governo. D'après lui, la démocratie est en danger du fait que le gouvernement pourrait, avec cette réforme, désigner des membres de la magistrature. Indebolisce l'indipendenza della magistratura come organo che chiaramente ha il potere giudiziario che deve essere un potere indipendente per come la vediamo noi. Cela affaiblit l'indépendance de la magistrature en tant qu'organe qui doit être un pouvoir indépendant. Les premiers sondages avaient annoncé que le oui était favori pour le référendum et que la réforme passerait. Dans cette situation, le gouvernement et Giorgia Meloni rappelaient que ce vote était un vote uniquement constitutionnel, qu'il n'y avait pas de politique, que la gauche et la droite n'avaient rien à voir avec ça. Mais les récents sondages montrent désormais une tendance inversée, avec une probabilité du non vainqueur plus forte que le oui. Face à cette situation, le gouvernement se voit obligé de changer de stratégie. Si dice che la riforma non risolva i veri problemi della giustizia, invece io penso che lo faccia. Sur l'Instagram de Giorgia Meloni ont été postées 6 vidéos dans lesquelles elle explique pourquoi il faut voter oui, qu'on a affaire à une magistrature de gauche, que les tirages au sort permettraient plus de liberté et plus d'indépendance de la justice, avec moins de contrôle du Parlement sur le pouvoir judiciaire. Des arguments qui vont à l'encontre
des changements techniques apportés par la réforme. J'ai posé la question à Giuliano Granato, comment ça se fait que Meloni défende le contraire de ce que fait sa réforme. Allora, in realtà Giorgia Meloni e le destre hanno fatto campagna per il sì utilizzando casi di cronaca. Il me dit que Giorgia Meloni et la droite ont fait campagne sur des faits divers dans lesquels des erreurs judiciaires avaient été commises. Dicendo che visto che lì ci sono stati oggettivamente degli errori della magistratura, il sì avrebbe eliminato questi errori. En justifiant que les erreurs qui ont été commises dans ces cas-là auraient été empêchées par une réforme de la justice. La realtà è che questa riforma non c'entra assolutamente niente con questi errori della magistratura. La réalité, c'est que la réforme ne va résoudre aucune erreur de la magistrature. Ci sono problemi della giustizia, Oui, il y a des problèmes avec la justice. ma se vogliamo parlare parliamo di mancanza di personale, Le manque de personnel, un tasso di incarcerazione, carceri strapiene, le taux d'incarcération, le condizioni orribili che si vivono nelle carceri, les conditions de vie horribles dans les prisons. per cui bisognerebbe lavorare nella depenalizzazione di alcuni reati e invece questo governo introduce nuovi reati. Alors qu'on devrait travailler sur la dépénalisation, le gouvernement crée de nouveaux délits. C'è la difficoltà di accesso alla giustizia, i costi per accedere alla causa sono talmente alti che molto spesso si rinuncia. Ou encore la difficulté d'accès à la justice pour les plus précaires où le parcours est souvent très long et coûteux. Donc, le quatrième et dernier point de cette réforme concerne la création d'un nouveau tribunal pour juger les procureurs et les juges. Aujourd'hui, les sanctions qui sont prises à l'encontre des procureurs et des juges, s'il doit y en avoir, elles sont décidées par le Conseil de magistrature, le fameux CSM duquel on parle depuis le début. Et donc ces décisions prises par le CSM peuvent être contestées et portées en cour de cassation. Et donc ce nouvel organe qui serait créé, cette haute cour disciplinaire de jugement, serait composé de 15 juges. 9 magistrats de la Cour de cassation, 3 juges désignés par le président de la République et enfin 3 autres juges tirés au sort, encore une fois, d'une liste préparée par le Parlement. Ici, par rapport au système actuel, on va donner plus de poids aux membres extérieurs, ceux qui sont soi-disant tirés au sort par le Parlement. De plus, avec cette nouvelle haute cour de jugement, il ne serait plus possible pour les accusés de faire appel et d'aller jusqu'en cour de cassation. Une réforme de la justice, donc, qui, dans sa complexité, la rend assez sournoise et qui vient brouiller les limites, les frontières qui font la séparation des pouvoirs dans une démocratie. Et en parlant de démocratie, je voudrais aussi parler des conditions de vote pour ce référendum, parce que le gouvernement, par faute de temps et de moyens techniques, selon lui, n'a pas rendu disponible un vote par procuration ou un vote à distance, alors que cela avait été rendu possible lors du dernier référendum de juin dernier et des élections européennes. Toutes les personnes qu'on appelle fuori sede, donc hors de leur siège, hors de leur commune de résidence officielle, donc tous les étudiants ou tous les travailleurs qui vivent autre part que dans leur commune de rattachement, devront se rendre dans leur commune d'origine pour aller voter. Et puisque l'Italie n'est pas un petit pays, ça impose un choix entre dépenser de l'argent, du temps pour retourner chez soi et voter, ou ne pas voter pour le référendum. C'est une situation paradoxale parce que les Italiens qui, eux, sont à l'étranger, vivent à l'étranger, pourront voter pour le référendum. Salut, je suis une étudiante italienne et j'habite en France. Vous entendez mon amie italienne Lucia, à qui j'ai demandé comment elle avait fait pour voter. Donc tout d'abord, je suis allée sur le site du consulat de Lyon. J'ai téléchargé un formulaire spécifique pour les citoyens italiens résidant temporairement à l'étranger. Dans ce formulaire, j'ai précisé la raison pour laquelle je suis en France, donc pour mes études, et l'adresse de mon domicile français. Puis ma mère a déposé ce formulaire à la mairie de ma commune de résidence en Italie, accompagnée d'une copie de ma pièce d'identité.
Après quelques semaines, j'ai reçu, le bulletin de vote avec, les instructions. Donc j'ai voté en suivant les instructions et puis j'ai, envoyé, l'enveloppe anonyme par la poste. Des Italiens à l'étranger qui peuvent donc voter, mais des Italiens en Italie qui, eux, ne peuvent pas voter à distance. L'excuse des problèmes techniques et de temps, tout ça, ça donne l'impression d'une mauvaise foi gouvernementale qui a bien conscience que cela impacte majoritairement des étudiants qui ne vont pas voter dans leur sens, qui ne vont pas voter oui pour la réforme. Symptomatique d'un gouvernement qui met à mal la démocratie et qui agit en toute impunité. È un governo allergico a qualsiasi tipo di controllo, quindi anche il controllo da parte della magistratura. Noi invece crediamo che un paese che vuole delle trasformazioni vere e significative deve essere un paese in cui si rafforzano i controlli. Ce que dit Giuliano ici, c'est que le gouvernement, avec cette réforme, voudrait se libérer du contrôle judiciaire. L'histoire a montré, autant en France qu'en Italie, que les responsables politiques, bien souvent, n'étaient pas responsables. Et donc, au contraire, une société saine devrait avoir des représentants politiques qui puissent se soumettre au contrôle de la magistrature. Et c'est exactement pour empêcher ça que le gouvernement essaie de faire passer cette réforme de la justice. Et au final, ce vote par référendum va au-delà de la simple question constitutionnelle. C'est devenu un vote politique. Voter non, c'est s'opposer à la séparation des carrières, c'est vouloir garder une justice indépendante, mais c'est aussi dire non à un gouvernement qui depuis 3 ans maltraite la population, qui réprime les libertés individuelles au travers de nombreux décrets sécurité qui entravent au droit de manifester. C'est dire stop à un État qui a coupé dans les dépenses sociales en supprimant le revenu de citoyenneté, et c'est dire non à un gouvernement nostalgique qui condamne l'antifascisme. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je souhaite bon vote à tous les Italiens francophones qui l'ont écouté et à tous les autres. J'espère que vous en aurez appris davantage sur la situation politique actuelle de nos amis transalpins. Merci à tous les intervenants de ce podcast. Merci à Lucia, merci à Emiliano, merci à Giuliano. Si ce type de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à me suivre aussi sur les réseaux sociaux où on parle toujours des mêmes sujets, mais cette fois-ci sur des formats courts. Encore merci. Ciao.